Alors, bienvenue chez vous, messieurs. J'en ai pas fait grand cas mardi, mais c'est notre nouvel environnement. Notre nouvel habitat. C'est chaleureux. C'est pas mal. Ah oui. Moi, j'ai un peu l'impression d'animer Salut, bonjour, mais ça jaillit pas ça. Ça me déplaît pas. C'est le fun, les grands espaces comme ça. Hein? Oui. Exactement. On est sur le toit du monde. Oui. Et plus précisément, de la nouvelle maison de Radio-Canada. Oui, voilà. A.K.A. Le Monde. Non, mais c'est une photo qui aurait été vraiment prise sur le toit de la nouvelle maison de Radio-Canada. Oui. Ouais. Et là, je m'excuse pour ceux qui sont seulement en audio. J'avais dit, quand on a fait la transition vers le vidéo, qu'on serait jamais... on ferait jamais ça, faire du visuel. J'ai menti. Tu viens de le faire. Oui, mais là, c'est pour une bonne cause. Quand même, on a changé de décor, tout ça, c'est normal. C'est à un moment donné. Ouais. Puis on s'est plaint, plus qu'une fois, de nos environnements. Quel qu'il soit. Écoute, on est dans un contexte assez intime, mais ce que les gens qui nous écoutent sur audio vont remarquer, c'est que Daniel Harvey se rendra pas jusqu'ici. Non, mais on l'a. Est-ce qu'on l'a, Jack? Est-ce qu'on l'approche? Ah oui, il se rend. Daniel Harvey, il n'y a rien. Il n'y a rien à son épreuve. Il n'y a rien qui arrête Daniel. Mais c'est un autre symptôme des coupures dans les médias. On a coupé le gars du livre. On l'a enregistré dans la place. C'est correct. On s'est aperçu que... Malheureusement. De l'enregistrer, c'était moins cher que de le faire rentrer le vendredi matin, temps double. Alors voilà, c'est ça. C'est chez nous. Puis, j'allais dire, on s'est souvent plaint de nos environnements parce qu'on en a eu plusieurs là, depuis dans la dernière année. Une plainte pour celui-ci. Ici, c'est un peu comme... Ce studio est à nous, ce que la sphère est à YouTube. C'est que ça a été... conçu pour nous? Ouais, t'as raison. C'est notre résidence. C'est ça, c'est ce qu'on disait au début. Moi, je suis le dernier rentré, fait que je me plaindrai pas. Ah, mais t'as un peu... On commence à se connaître. Là. Il me semble que t'es comme respectueux de ces affaires-là, pas de la hiérarchie, mais de l'ancienneté. Mais mettons, si ça faisait 10 ans que t'étais là, tu... Hey, m'a dit! C'est ça, hein? Là, ça revolerait. OK, bon, mais je suis toujours respectueux du travail des autres. J'ai hâte à dans 10 ans. Mais tu sais, cela dit, on a travaillé dans plusieurs environnements, mais on a travaillé dans de très bons environnements. Là. On a rigolé avec Daniel Harvey. Avec Daniel Harvey, mais... Ouais. T'as raison, on est choyé. On est dans le trèfle pas mal jusqu'au jour. On est choyé, voilà. Puis quand il était question d'aménager le local ici, qu'on appelait le garde-robe, ça, c'est pas fin. C'est plus grand qu'un garde-robe. C'est un grand espace. C'est un grand espace. Un walk-in. On disait, on est comme Céline Dion, hein, ils nous construisent un studio. Donc, ayons un peu de gratitude. Exact. Merci pour ce studio. Aujourd'hui, l'effort était là. Il faut qu'on parle de Josh. Et il y a un peu d'action dans l'Ouest. C'est tellement hockey, épisode 277. L'un de nos deux journalistes affectés à la couverture du Canadien de Montréal et du hockey de la LNH en général, M. Marc-Antoine Godin. Salut Marc-Antoine. Bonjour Alexandre. Qui était sur la passerelle hier pour son plaisir, non affecté, de ce que j'ai compris? Non affecté, mais j'y étais pas par conscience professionnelle, parce que l'équipe, ça fait longtemps qu'elle était partie. J'avais besoin de voir un match. J'avais besoin de voir un match en direct, puis de reprendre le pouls de cette équipe-là, de rentrer dans le vestiaire après le match, juste pour demeurer pertinent. D'accord. Non, puis je suis au courant parce que j'ai entendu dire que ton niveau vestimentaire est en dessous de la normale. Ouais, honnêtement, j'ai pas fait d'effort à ce niveau-là, puis je le reconnais. Non, mais c'est... Non, je pensais que je le ferai plus. Je le regrette. Non, je peux pas dire que je le ferai plus, parce que je veux me garder une carte dans ma manche au cas où. Dans ta manche de coton ouaté. Non, mais j'insiste là-dessus parce que ça m'a permis d'apprendre qu'il n'y avait pas de code vestimentaire sur la passerelle, Martin. Fait que t'es pas obligé là, d'être tiré à 4 épingles comme ça. Non, mais de façon... Comment je pourrais dire ça? Moi, j'ai couvert, je pense, mon premier match du Canadien en 1990. Et c'était impensable de se présenter à un match sans être en costume. Il y avait un décorum. Ça s'effrite tranquillement d'année en année. Je te dirais comme le reste de la société, Martin. Non, mais pas, je dirais pas effrité, là, mais tu sais, ça a évolué. C'est pas tout le monde qui vient couvrir le Canadien en costume, puis c'est bien correct. Là, les gens s'habillent pour être à l'aise, mais... Moi, j'aime ça. Je trouve qu'il y a un décorum. J'aime ça, porter le costume. Mais pour les jeunes qui sont à l'écoute et qui rêvent d'une carrière dans le journalisme sportif, vous pouvez
tout de suite, là, prendre ça en note. Mais cela dit, c'est ça, Marc-Antoine est toujours... il n'a pas besoin d'être en costume. Toujours beau garçon et tout ça, mais ça m'a juste fait réagir hier de le voir habillé de façon plus relaxe. J'avais quand même ma chemise, mes souliers de ville. Oui, c'est ça. Mais je le regardais, je disais, ça doit être le fun, voir venir travailler. Vas-y, Martin, ça se peut, c'est à ta portée. Et moi, je pense pas qu'on est décontracté si on est en souliers de ville. Alors, prends ça pour toi, Marc-Antoine. Martin Leclerc est notre chroniqueur principal au service des sports. Salut, Martin. Bonjour, content de vous retrouver. Je m'appelle Alexandre Coupal. Bonjour, bon match. Dès du départ, j'avais pas de passagers. Là. On était là. On a joué un bon match. 2 fois dans 10 secondes. On a joué un bon match, Martin Saint-Louis, après la défaite contre les Panthers de la Floride. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Ça, je me simplifie la vie. Dans une certaine mesure, oui. Ouais. Mais ils ont surtout affronté une très bonne équipe. Ça, y a pas de... Ils ont affronté les finalistes de la Coupe Stanley qui ont joué comme une équipe de finalistes de la Coupe Stanley. Étanche comme ils ne l'étaient pas avant l'arrivée de Paul Maurice. On a vu les Kings de Los Angeles il n'y a pas longtemps. J'ai trouvé que les Panthers de la Floride, à leur manière, avaient le même genre d'étanchéité. Ils ont vraiment pas donné grand-chose aux Canadiens. Mais je pense que quand Martin Saint-Louis parle du fait qu'ils ont joué un bon match, c'est de lancer le message à ces joueurs. J'ai vu, au terme d'un long voyage, le fait que vous y avez mis l'effort voulu, vous avez fait ce que je vous avais demandé. Maintenant, le résultat n'était pas là, c'est clair. Ouais. En partie à cause de Kaden Primo. Peut-être qu'on y reviendra plus tard, mais je pense que l'effort y était. Oui, ou du moins dans les 2 premières périodes, assurément. Oui, c'est ça. Je suis un peu d'accord avec Marc-Antoine. C'était un bon match, je pense, dans ces circonstances précises-là. C'est jamais facile après un long séjour à l'étranger. Habituellement, quand une équipe revient à la maison, les Panthers, c'est une bonne équipe. Je pense. Les Panthers ont joué du hockey hermétique, mais je n'ai pas trouvé qu'il y avait le couteau particulièrement entre les dents. Hier, on n'a pas vu beaucoup Matthew Tkachuk, par exemple, dans ce match-là. Ils ont laissé beaucoup d'énergie dans les matchs précédents de leur voyage, les Panthers, mais ils voulaient vraiment gagner ce match-là. C'était Bobrovsky devant le filet. Puis eux, ils sont en marche. Là. Ils veulent continuer à bâtir sur les succès qu'ils ont eus en séries éliminatoires l'an passé. Puis c'est une équipe qui va bien. Fait que dans les circonstances, c'était un bon match canadien. Mais il est arrivé ce qui est arrivé. C'était pas un match à tout casser, mais je trouve, dans ces circonstances-là, c'était un bon match. On y reviendra parce que je vais faire une parenthèse sur les Panthers que je pense que j'avais pas compris, mais au début de la saison, puis c'est Paul Maurice qui faisait référence. Il a parlé d'un match au mois de janvier dernier où est-ce qu'il y a comme eu un déclic et c'est ce qui a mené à la séquence qui a fait en sorte qu'ils sont finalement entrés en série un peu à la dernière minute. Puis c'est pas, dans le fond, c'est pas tant que c'est une équipe qui entre en série à la dernière minute. C'est une équipe qui, depuis janvier dernier, est effectivement parmi l'élite de la LNH. Là. C'est une équipe qui était censée être meilleure que ce qu'on avait vu en début de saison dernière. Ouais. C'est juste que, pour toutes sortes de raisons, ils ont mis énormément de temps à se mettre en marche, à trouver leur cohésion. Puis à un moment donné, le déclic s'est fait, puis le reste fait partie de l'histoire. Et c'est devenu une des très bonnes équipes. C'est pas... Je pense pas que ce soit une équipe qui soit aussi bonne que celle qu'on a vue aller en finale de la Coupe Stanley, en ce sens que je pense pas que ce soit nécessairement une prétendante à la Coupe année après année, mais c'est une équipe du premier tiers, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Puis c'est pas... En ce sens-là, ce qu'on a vu en deuxième moitié de saison l'année dernière, c'est pas un feu de paille. C'est ça. Parce que c'est une équipe qui est bien équilibrée, qui a la force de frappe en attaque, qui a une structure en défense, qui a maintenant une meilleure profondeur en défense. Ekblad est revenu, Brandon Montour est revenu. Oliver Ekman-Larsson joue mieux en Floride qu'il ne le faisait soit ces dernières années en Arizona ou encore lors de son passage à Vancouver. Fait que ça leur donne des joueurs intéressants sur leurs 3 duos en défense. Oui. Les Panthers, 4e au classement général en 2020-2021. Ils avaient remporté le trophée du président l'année précédente. En 21-22. Finalement, ils ont eu une mauvaise moitié de saison la saison dernière. Puis il y avait eu un changement d'entraîneur. Il y avait eu la grosse transaction impliquant Tkachuk et tout ça. Fait que, est-ce que c'est une renaissance ou c'est un retour à la normale qu'ils ont vécu, puis avec les ajustements qui viennent
souvent avec l'arrivée d'un nouvel entraîneur puis du départ de joueurs importants là, à la suite d'une grosse transaction. Mais c'est une équipe... Ils sont difficiles à affronter. Il y a eu des matchs. Il y a eu un match particulièrement corsé. Je me souviens de la saison dernière contre le Canadien. Ça s'était battu comme dans un match de hockey junior des années 80. Là, après le match, on avait l'impression que Arbor Xhekaj voulait y retourner. Il voulait y retourner immédiatement. Il disait, moi c'est pas fini. Ouais. On va les revoir. Fait que c'est ça. C'est une équipe qui a montré qui est finalement passé au niveau supérieur en séries éliminatoires. Et ils n'ont pas l'air de vouloir regarder en arrière. Donc, il va falloir les suivre. Oui, je pense qu'il va falloir mettre ça sérieusement sur le radar. Je reviens à l'effort, ou enfin la satisfaction, le niveau de satisfaction. D'accord, oui, il y avait de l'effort, oui, ils ont tenu tête à une très bonne équipe pendant 2 périodes, mais reste que depuis quelques matchs maintenant, c'est une équipe qui se dépasse, qui est vraiment en tête de liste pour ce qui est des revirements. C'est une équipe qui est incapable de trouver le fond du filet, que ce soit à 5 contre 5 ou en avantage numérique. Veut pas... Et je sais que quand Saint-Louis dit ça, ça reflète pas nécessairement 100% le fond de sa pensée. Mais bon sang, je veux dire, il me semble que non, c'était pas un bon match, puis c'est pas une bonne semaine, puis ça va pas bien. Là. Je veux dire, je trouve pas, moi, que cette équipe-là va bien. Là. Bien, je pense que il me semble y avoir un rééquilibrage chez Martin Saint-Louis au niveau de quelle est l'équipe que j'ai sous la main exactement et à quoi je peux m'attendre de la part de cette équipe-là. Il y a eu un moment, plus tôt dans la saison, où il a dit... J'ai pris certaines décisions en fonction du résultat et non en fonction du processus. Oui, le développement, la croissance. Exact. Mais là, j'ai l'impression que le message général qu'il lance, c'est « Je sais qu'on est en reconstruction, je sais qu'on est une jeune équipe. » Après le match, Nick Suzuki dit « J'ai entendu passer quelque part le fait qu'on était en ce moment la plus jeune formation de la Ligue nationale. » Tu sais, quand le capitaine l'entend, le retient, puis après ça, le répète, il s'en sert, c'est signe que dans son esprit, ça a une certaine valeur. Il y a en plus des blessés, puis bon, Alex Newhook va vraisemblablement s'ajouter au nombre. Je pense que Martin Saint-Louis regarde ça, puis il se dit, OK, si je fais juste m'attarder au nombre de matchs qu'on gagne... Je vais les écraser. Puis si je veux développer cette équipe-là, il faut que je trouve des moments, je trouve des points positifs pour garder l'humeur positive, justement, pour garder les choses dans le bon sens. Parce qu'autrement, c'est que si c'est... Ouais, mais là, l'effort a manqué, il y avait des passagers où on était tout croche, puis relever sans cesse ce qui ne fonctionne pas, bien là, à un moment donné, les gars vont se dire, ben là, le niveau de motivation va tomber. Alors, c'est très difficile dans un contexte que tu sais que tu es un petit peu condamné d'avance, puis nous-mêmes, on les condamnait d'avance avant que la saison commence. La réalité le rattrape, il doit se dire, OK, on n'est probablement pas une équipe de séries éliminatoires, mais comment on peut tirer le maximum de cette équipe-là? Alors, le message sera peut-être pas le reflet exactement au quotidien de ce que nous, on voit de l'extérieur, mais c'est le message qu'il doit envoyer à son groupe pour faire en sorte que le développement qu'il fait, il soit durable. D'accord, mais moi, je parle pas du résultat, là. Tu sais, je veux dire... Non, mais je parle pas juste du résultat. Moi, je trouve que c'est une équipe qui joue pas au niveau qu'elle pourrait jouer. Peu importe le résultat, peu importe qu'elle fasse les séries ou non. Oui, mais là, écoute, ça, c'est ton niveau d'évaluation à toi par rapport au potentiel de l'équipe, mais c'est effectivement une équipe très jeune qui a des blessés. Et ça prend pas beaucoup de blessés quand t'as pas beaucoup de profondeur pour faire couler le bateau, pour baisser sous la ligne de flottaison. Puis, il faut que l'entraîneur soit réaliste par rapport à ça parce que ces joueurs vont décrocher. Si tu as des exigences que les joueurs ne sont pas capables d'atteindre, les joueurs vont tout simplement décrocher et puis là, tu tombes dans une spirale qui est encore... un cercle vicieux. Oui, c'est vraiment un cercle vicieux. Puis le danger là-dedans, à un moment donné aussi, le grand danger, c'est de voir les attentes de tout le monde baisser. On a parlé récemment de Pascal Vincent à Columbus.
Quand une organisation, finalement, à un moment donné, est habituée de perdre match après match, après match, après match, il y a des choses qui deviennent tolérables parce que les gens disent on est en apprentissage, on fait des erreurs, on est jeune aussi. Ça. Et là, quand tu hausses les standards pour dire là, c'est inacceptable. Si on veut performer puis gagner, il faut maintenir. Alors, c'est un fil très mince sur lequel marcher. Là. Tu veux montrer à ces gars-là à gagner. Tu veux leur inculquer des bonnes habitudes, mais en même temps, s'ils ne sont pas capables de livrer ce que les meilleures équipes sont capables de livrer, il ne faut pas que tu leur tapes sur la tête parce qu'ils ne le livrent pas. C'est pas facile. Puis il y a l'usure du temps aussi. Martin Saint-Louis va faire face, comme tous les entraîneurs, à l'usure du temps. Quand il est arrivé, c'était une dose d'adrénaline incroyable. Tout le monde, un membre du Temple de la Renommée qui a un discours rafraîchissant et tout ça. Mais là, le discours rafraîchissant, ils l'entendent saison après saison après saison. Puis ils n'ont pas beaucoup de succès. Ouais. Fait que c'est une période. Quand on en parlait avec Alex mardi... du tunnel? C'est ça. On fait comme entrer dans le tunnel, puis c'est pas facile de sortir de là. Mais juste pour compléter, tu mentionnes les revirements. C'est vrai qu'en Californie, ils en ont commis beaucoup. Encore à Columbus, il y en a eu plusieurs. Ben oui. Je pense qu'en particulier, Cole Caulfield et Christian Dvorak ensemble, ça a été moins pire contre les Panthers. Il y en a eu un très coûteux provenant de Gustav Lindstrom. Mm-hmm. Mais c'est là, Martin parle du manque de profondeur et des blessés. Quand Gustav Lindstrom joue 20 minutes par match, comme ça a été le cas dans certains matchs en Californie, tu t'exposes à ça aussi. T'sais. Alors, c'est beaucoup plus simple de dire, c'est Gustav Lindstrom, ça fait partie du deal, mais il faut que tu regardes Cole Caulfield et tu dis comment est-ce qu'il va rebondir. Est-ce que ça va devenir quelque chose de répétitif chez lui ou il y avait un mauvais match dans le corps. Ouais. Alors, puis à ce niveau-là, ça a quand même mieux été hier. Il est dans une position intéressante, Cole Caulfield, parce que sur son trio en ce moment, il est celui qui transporte la rondelle le plus. Plus que Dvorak, plus que Slafkovský. Et puis en ce sens-là, ça me rappelle le Cole Caulfield qu'on voyait à sa dernière saison à l'Université du Wisconsin, où là, au lieu d'être juste un gars qui finissait les jeux de son équipe, on lui avait demandé de tout faire. En fait, d'être celui qui allait structurer la relance puis qui allait transporter aussi la rondelle. J'ai l'impression que sur ce trio-là, il en fait davantage. Puis sa gestion de rondelle a clairement fait défaut à Columbus. Je pense pas que ce soit... Martin Saint-Louis dit souvent c'est important pour nous qu'on puisse se corriger. Alors, il doit sûrement garder à l'œil le fait que Cole Caulfield se corrige à ce niveau-là. Mais c'est super intéressant, ça. Est-ce que Cole Caulfield est capable de faire ça au niveau de la Ligue nationale? Ce qu'il faisait à l'université, c'est-à-dire de tout faire sur son trio? En fait, écoute, on le voit passer davantage. Hein? Moi, ça m'a frappé. Puis encore hier, contre les Panthers, il a fait plusieurs jeux où il a fait montre d'une qualité de passe qui est sous-estimée. Ouais. Est-ce qu'il est capable de le faire? Je pense que oui, mais c'est pas non plus sa nature première. C'est pas pour ça. C'est pas son identité. Ouais. C'est pas son identité. Alors là, pour l'instant, ça fait, là, mais c'est pas. On peut pas lui demander si sa spécialité c'est de marquer des buts. On peut pas s'attendre au même niveau d'excellence dans d'autres départements. Cela étant dit, Martin Saint-Louis dit tout le temps à propos de Caulfield, il dit je sais qu'il va marquer des buts, c'est le reste de son jeu que je veux développer. Alors, ça en fait partie. OK. Non, parce que j'accroche là-dessus. Puis Martin, si tu veux rebondir, interromps-moi, mais il a atteint quel plateau? Là? Il a marqué 100 buts en 150 matchs. Il a atteint un plateau cette semaine. Là. Oui, c'est ça. Derrière de certaines légendes et un gars qui s'appelait Joe Benoit. Ça, c'est pour... tout le monde s'est demandé c'était qui Joe Benoit, dont la Deuxième Guerre mondiale, je pense, a interrompu les prouesses sur la glace, ou la Première Guerre mondiale, enfin, un conflit mondial. Non, puis il y avait aussi une comparaison avec d'autres joueurs de la Ligue nationale de hockey, genre ceux qui ont réussi à atteindre ce plateau de buts-là dans le même nombre de temps. Et ce n'est que du joueur élite, là. C'est Austin Matthews, puis ce n'est que de la fine élite. Ce qui aurait tendance à faire dire à un sophiste que Cole Caulfield est un joueur élite. Et la question est pertinente. On a parlé de ça ces dernières semaines. Est-ce que cette équipe-là a assez de talent? C'est qui qui sont les joueurs là, que c'est du premium, là, du talent premium? Moi, je pense que Caulfield appartient peut-être à cette catégorie-là. Écoute, marquer des buts, c'est le talent le plus rare, le plus recherché dans la Ligue nationale. Lui, il a ce talent-là.
c'est un pur tireur, mais il doit devenir, pour jouer dans une équipe, être un joueur important dans une équipe d'élite, tu peux pas être unidimensionnel. Il faut que tu sois bon dans tous les aspects du jeu, puis ils essaient de travailler ça avec lui. Mais pour marquer des buts, c'est un tireur d'élite, là, c'est indéniable. Là. Regarde le nombre de buts qu'il a marqué. Il y a un instinct particulier pour ça. Mais c'est ça, il doit devenir un joueur plus complet. OK, mais je dis ça parce que c'est moins élite, c'est ainsi. Ouais, ben écoute, juste, moi et ça me gosse, ça me gosse. Tu parlais de résultats tantôt. Moi, une des choses les plus étonnantes que je trouve chez les Canadiens récemment, c'est la séquence de 0 en 23 en avantage numérique. S'il y a une chose qui était un aspect du jeu qui était intéressant chez les Canadiens depuis le début de la saison jusqu'à tout récemment, c'est quand l'équipe arrivait en avantage numérique, tu disais, OK, là, il va se passer quelque chose. La rondelle se promenait, c'était dynamique, il y avait des chances de marquer. Monahan allait chercher des points. Caulfield avait une couple de chances de marquer par avantage numérique. Et là, tu vois que là, tout le monde a les pieds dans le ciment, on s'installe, on fait circuler la rondelle, on génère rien. On dirait que cette équipe-là, je trouve que c'est un bon baromètre du niveau de confiance de cette équipe-là. C'était l'aspect du jeu qui réussissait le mieux à l'équipe. Et puis là, ben, ils ont l'air plongés dans un tunnel dont c'est difficile de sortir. Puis hier c'était le mélange parfait. Là. Les Panthers, eux, sont 26 en 26 maintenant en désavantage numérique depuis le 20 novembre. Donc, tu avais une équipe qui est particulièrement coriace en désavantage contre une équipe qui est en panne sèche en avantage numérique. Fait que ça fait pas des soirées faciles. Mais il va falloir garder à l'œil cet avantage numérique-là parce qu'il y a des changements au niveau de la structure de la première unité qui ont été apportés en vue du match contre les Panthers. Le Canadien voulait le faire dès le match à Columbus, mais il n'y a eu aucun avantage numérique, donc il n'a pas pu l'appliquer. Les excuses, toujours des excuses. Oui, c'est ça. Mais là, on a vu contre les Panthers 2 joueurs installés à la ligne des buts. Nick Suzuki n'était plus dans le cercle droit comme on l'a vu si souvent depuis le début de la saison. Et puis, il y avait, dépendant du côté où la rondelle se trouvait, lui ou encore Sean Monahan pouvaient aller devant le filet. Mais il n'y avait personne dans le fameux rôle qu'on appelle en anglais le bumper, au centre de l'enclave. C'est un rôle qui a été occupé jusqu'à maintenant cette année par Josh Anderson. On l'a retiré de la première unité d'avantage numérique. C'est un rôle que le Canadien a de la difficulté à remplir avec efficacité. C'est quelqu'un qui ont de la... c'est un rôle qu'ils ont de la misère à exploiter aussi, de dire, OK, ce gars-là, on va le rendre utile, on va en faire soit une option de tir, soit mon Dieu, j'ai le terme en anglais. Ils utilisent en anglais le terme decoy. Donc, tu sais, quelqu'un qui va être là pour tromper finalement l'adversaire. Tu sais. Mais alors là, face aux Panthers, il n'y avait personne au centre de l'enclave. Puis tu avais donc 2 personnes à la ligne des buts. Et puis, Newhook, avant son départ à cause d'une blessure, lui, il se retrouvait sur la première unité et il était là comme 3e option pour pouvoir tirer. Donc, tu avais évidemment Caulfield qui pouvait tirer, tu as le tir de la pointe. Newhook était là également. Et puis, les lignes de passe arrivaient d'endroits différents. Puis, après la rencontre, Nick Suzuki semblait très enthousiaste par rapport à cette nouvelle configuration-là. Ils ne l'ont pas pratiqué dans aucun entraînement durant le voyage. Ils s'en sont parlé strictement dans les derniers jours par le biais de séances vidéo. Mais ça va peut-être être une façon, justement, de sortir de cette impasse-là, parce qu'effectivement, avant le match contre les Panthers, on les sentait englués déjà. Ils étaient déjà de 0 en 17. Ça s'est prolongé hier, mais sauf que je pense que ces pistes de solutions-là, on verra si Newhook est absent ou non, parce que les joueurs qu'on peut rajouter sur cette première unité-là, c'est assez limité. Là. Le choix n'est pas faramineux. Mais ça va peut-être être une porte de sortie pour eux que de regarder cette nouvelle structure-là et de dire peut-être qu'on va développer quelque chose de différent parce que les équipes se sont tellement bien ajustées à l'avantage numérique du Canadien, au fait que c'était toujours Nick Suzuki ou Cole Caulfield. Et à un moment donné, il faut essayer quelque chose de neuf. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. On va parler gardien de but. J'ai gardé Primo là, pour après ça parce que, enfin, je ne sais pas s'il y a tant de choses à dire, mais c'est vous qui allez les dire, ces choses-là. On verra bien. Mais je trouvais, surtout après sa performance contre
contre les Blue Jackets. Puis, dans le contexte des dernières semaines, avec la rotation maintenant des 3 gardiens, on a demandé, donc, via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport, à ce public en délire, selon eux, quel est l'avenir de Samuel Montembeault? Beaucoup ont compris où est l'avenir de Samuel Montembeault. C'était pas tant le sens de la question, mais plus comment vous envisagez, à la lumière là, des dernières semaines, comment vous envisagez sa carrière. Alors, sur le book, Mathieu, super intéressant. Mathieu dit 2 options. Il se tanne de l'utilisation déficiente qu'en fait le Canadien depuis le début de la saison et signe un contrat, parce qu'il sera joueur autonome sans compensation à la fin de la saison. Là, j'abrège, Mathieu, tu me pardonneras. Ou, deuxième option, il signe un contrat de 3-4 ans avec Montréal où il va opérer dans un rôle 1A, 1B jusqu'à l'arrivée de Jacob Fowler. C'est pas toi qui as écrit sur Fowler. Bien sûr, absolument. Ben oui. Qui est peut-être, enfin, qui impressionne. Alors, je suis curieux de vous entendre là-dessus parce qu'il me semble... Là, bon, on a dit, bon, Samuel Montembeault, ça va bien. Le carrousel à 3, ça va mieux qu'on pensait. On entend qu'il y a des négociations entre Montembeault et le Canadien. Oui. Mais entre vous et moi, là, c'est pas tentant pour Montembeault de dire non, mais on s'en reparlera à la fin de la saison, puis on verra. Parce que moi, si vous êtes pour garder ça, là... Si on est pour rester 3, puis peut-être ajouter un autre gardien l'an prochain, puis jouer à 4, peut-être que j'irai voir ailleurs. N'est-ce pas là, comment dire, une hypothèse intéressante? Ben là, ils passeront pas à 4 gardiens l'année prochaine. Ça, c'est le cabotinage. Oui, d'accord. Mais Jacob Fowler, il reste à l'université pour longtemps. Je pense que Samuel, les 2 parties, à quelque part, ont intérêt à prolonger le suspense. Parce que Montembeault, dans le contexte actuel, même s'il ne joue pas autant de matchs que s'il y avait juste 2 gardiens, ses performances sont tellement constantes qu'il rajoute des pierres à son édifice à chaque match. Alors, il aide sa cause constamment et ça ne peut, il poursuit sa tendance, sa trajectoire ascendante. Alors, évidemment, ça l'aide dans le cadre de négociation. Et les Canadiens, de son côté, eux, je pense qu'ils se méfient un petit peu de du fait que ces états de service dans la Ligue nationale sont relativement limités. C'est très encourageant ce qu'on voit, mais est-ce que le Canadien va être prêt à se commettre à long terme avec Samuel Montembeault? Plus ils vont le voir en action, plus ils vont être à même d'être rassurés. Alors, si le Canadien est rassuré dans tous ses doutes à l'égard de Samuel Montembeault, à un moment donné, ils vont faire « OK, fine, on va te payer ». Puis lui, il va être content parce qu'il va avoir l'argent qu'il croit mériter. Alors, de ce point de vue-là, je pense que l'attente sert les 2 parties, mais ils sont en même temps, je pense pas qu'ils soient très loin. Moi, je serais pas surpris là, que ça se règle dans une question. Au moment où on se parle. Non, okay. peut-être pas. Idéalement, pas pendant qu'on enregistre. Non, c'est ça. Idéalement. Je pense pas que le rendu à la date limite des transactions, ça va être encore un problème. OK. Non, Martin, qu'est-ce que tu penses de ça, cette idée d'attendre? Moi, parce que si des 3 gardiens, celui qui a le plus matière à être contrarié de la situation, c'est lui, non? Absolument. Je suis très étonné de la rotation systématique qu'on est en train d'instaurer chez le Canadien. C'est pas du hockey récréatif, là, c'est la Ligue nationale de hockey. Je comprends qu'ils veulent pas perdre un actif, qu'ils ont gardé 3 gardiens et tout ça. Mais et c'est beau de penser à Caden Primo, il faut lui donner des matchs, son développement et tout ça, mais Samuel Montembeault, c'est pas un pied de céleri. Son développement à lui aussi est important. Il a 27 ans. Il a eu la chance de jouer 39-40 matchs au cours des 2 dernières saisons. Mais si on veut lui donner la chance de passer au niveau supérieur, il faut qu'il joue. Si on veut voir si la couenne est suffisamment dure pour être gardien numéro 1, il faut lui donner le volume de travail d'un gardien numéro 1. Et c'est le temps de le faire. Là. Ouais. Et c'est le meilleur gardien du Canadien depuis le début de la saison. Et il joue... Ça s'invente pas, là. Okay. Ça s'invente pas, là. Il vient de signer le contrat de 3 J'avais dit, pas pendant qu'on enregistre, je demande une affaire.
On va chercher les détails, là, appelle Chantal pour qu'on se plaigne. Là, on en avait parlé, là, quand on enregistre. Parce que nous autres, là, ça prend du temps à sortir. Mais cela dit... C'est très bon. Ça fait quelques fois qu'il y a des trucs qui sortent pendant le balado. Mais celle-là, on va s'en souvenir. Ouais. Alors, écoute, bravo Samuel pour cette signature. mais cela dit, ça ne change rien au propos. Il faut lui donner le temps de jeu d'un gardien. Et si tu veux instaurer des habitudes d'équipe gagnante ou des bonnes habitudes à une équipe, il faut que la mentalité soit... tu vas manger... comme c'est un directeur général qui me l'a dit en anglais, mais you eat what you kill. Ça veut dire que... Tu vas manger ce que tu chasses. Exactement. Donc, si tu as des bons résultats, tu joues. Et si, à un moment donné, tu aides moins l'équipe, ben tu prends un pas de recul, puis il y en a un autre qui prend ta place. Et là, cette rotation-là à 3 gardiens systématique, moi, écoute, il y en a eu des ménages à 3 déjà chez Canadiens dans l'histoire, là, mais jamais... 2 semaines. Jamais comme ça. Non, mais c'est arrivé dans les années 80 où ça a duré assez longtemps, mais c'était pas... Hier, il y a un collègue qui a fait une comparaison avec une rotation de lanceurs. Là. C'est pas comme, je m'excuse, ça marche pas comme ça au hockey. Là, c'est un gardien qui est plus performant que les autres. Il est supposé être devant le filet plus souvent que les autres. Puis les 2 autres récoltent les miettes, puis c'est tout. Là. Ils ont juste à se battre pour gagner. Et ça envoie un message, je trouve, bizarre, qui est brouillé au reste de l'équipe. 3 ans, 3,15 millions. Alors, c'est un excellent... Moi, à mon sens, c'est un excellent contrat. Ben oui. Excellent, parce que je pense pas que Montembeault soit trop payé dans les circonstances. Là. Si on s'était rendu à 4, ça aurait probablement été beaucoup. Mais la durée de l'entente est intéressante pour le Canadien parce que l'organisation évite de se compromettre à trop long terme. Mais quand tu as un gardien qui claironne à quel point il veut rester à Montréal, puis que c'est important pour lui, puis qu'il aimerait ça, peut-être jouer toute sa carrière à Montréal. Sans dire qu'il s'est peinturé dans le coin, c'est clair qu'il n'a pas donné de munitions à son agent pour dire, tu sais, jouons... Son agent l'appelle, là, arrête de dire que t'aimes ça. Exact. Fait que, tu sais, c'est pas du tout surprenant, mais on se retrouve dans une situation vraiment mitoyenne, durée moyenne, salaire moyen. C'est intéressant, puis ça donne aussi le temps à Montembeault, c'est ça, il y a 27. T'sais, il arrive à 30 ans, 31 peut-être au moment où le prochain contrat va se terminer, ou s'il continue de s'établir puis qu'il devient un gardien de but numéro 1, ben, il y a un autre contrat après ça qui va l'attendre parce que les gardiens de but, généralement, c'est davantage vers l'âge de 30 ans que ça se passe. Là. Ils ont une courbe de progression qui est tellement différente des patineurs. Bon, le public me pardonnera. J'interromps momentanément les réponses à la question du public. Je pensais que tu étais en train de dire le public réagit, puis là, je me demandais comment... Comment on fait ça? On est en direct. Ah, Martin, on est en direct! Non, mais place-toi plus droit. Est-ce que ça vient changer la dynamique, à votre avis? Je sais pas. Est-ce que ça change quelque chose dans la dynamique? Tu disais, Martin, là, cette rotation-là, à un moment donné... Il y a toujours 3 gardiens. Puis le Canadien est toujours menacé de perdre un gardien s'il le soumet au ballottage. Donc, ça change pas, à mon sens. Mais il faut penser... Il faut arrêter de penser, là, essayer de développer tout le monde égal. Pas froisser... Si ce gars-là est sous contrat pour 3 ans avec le Canadien, puis il a 27 ans, puis il est constant devant le filet, là, il l'a montré au cours des dernières saisons aussi, et il faut lui permettre de prendre l'envol, de monter au niveau supérieur. Puis s'il est plus performant, il faut qu'il joue plus que les autres. Moi, j'ai l'impression que la signature de Montembeault, c'était pas nécessaire. C'était pas nécessaire pour résoudre le problème des 3 gardiens, mais à mon sens, ça va être annonciateur du fait qu'il y a une solution au problème qui se profile à l'horizon. C'est bien. Je ne sais pas si tu as vu, là, mais est-ce qu'il y a une clause de non-échange dans ce contrat-là? Je ne sais pas encore. Je vais m'informer. Non, mais je demande ça, là, comme ça, innocemment. D'ailleurs, ce sera le titre du premier tome de mon autobiographie. Sur Facebook, toujours, Jonathan dit contrat de 3 ans à 3,75. Hey, t'es pas loin? Quand même. T'es pas loin, Jonathan. Si on veut renégocier, on t'appelle. Sur Facebook, toujours, Sylvain, on ne le sait pas encore. Pour l'instant, ça regarde assez bien. C'est vrai. Charles-Philippe, sur Facebook, ça dépend s'il se lève tôt. Il n'y a pas un clin d'œil à une célèbre réplique des Boys. Nous 2, on a de l'avenir si on part de bonne heure ou on en fait de même. Okay. Des Boys 2, non. Okay. Puis,
si on va faire un tour sur... toujours sur Twitter, Marc-André dit numéro 1 à Montréal, peut-être. Tout ce que je sais, c'est que je ne sais pas. Il confirme peu à peu qu'il peut être un gardien respectable de la LNH, qui est déjà pas mal du tout. Sinon, je le vois rester à Montréal. Puis Simon dit numéro 1 à Montréal ou bien numéro 2 de luxe n'importe où ailleurs. Et sur le Gram, Béa dit Coupe Stanley. C'est pas mal ça. Montréal. Sur Instagram, Monstre dit carrière similaire à Braden Oldby. Intéressant, peut-être, comme comparaison. Je sais pas. Braden Oldby a eu des débuts fracassants à un jeune âge. Il a tassé les autres gardiens qui étaient avec les Capitals. Puis à un moment donné, les blessures l'ont rattrapé. Puis il me semble qu'il a terminé sa carrière relativement jeune. Là. Mais, je sais pas. Mais dans la chronologie, peut-être, mais dans le sens où est-ce que il y a eu comme une bonne période pendant un laps de temps. Puis là, c'est un peu ça qu'on voit en ce moment de Montembeault. Bon. Est-ce qu'il y a une clause de non-échange? Je vais intervenir dans quelques minutes. Je vais attendre d'avoir réponse à ma question, c'est ça. Puisqu'on parle de gardien de but, un mot sur Cayden Primo, parce que c'était, suite au match contre les Panthers, là, c'était le nom qui était sur toutes les lèvres. Ça a été une troisième période difficile, mais tu sais, je sais pas qui l'écrivait. Est-ce que c'était... dans la presse ou ailleurs que j'ai lu, Jake Allen en a eu un mauvais match ou deux cette année, même Montembeault aussi. Est-ce que c'était seulement ça dans le cas de Primo? Parce que on s'en étonne, là. Cette rotation-là, je pense qu'elle perdure parce que ça fonctionne, mais enfin, je sais pas. Est-ce qu'il faut en parler au passé? Est-ce que Primo, c'était un mauvais match ou c'est une mauvaise... ou c'est inquiétant? Pas inquiétant, là, mais où est-ce que ça vient perturber un peu il était sur une tendance de bon départ. Ouais. Oui. Puis c'était très encourageant. Évidemment, en même temps, une troisième période où il s'est effondré, surtout mentalement, parce que les Panthers ont marqué 2 buts rapides du côté de la mitaine, endroit identique, puis il a fait « Oh, OK. » Puis ça l'a ébranlé, et puis il dit « Je me suis mis à me remettre... » J'ai commencé à me remettre en question, et puis à ce moment-là, il a été complètement déphasé pour le reste du match. Donc, puis je pense qu'il est conscient que mentalement, tu peux pas tomber dans ce piège-là parce que tu t'effondres comme il s'est effondré, puis il est un des responsables de la défaite d'hier. Ne nous le cachons pas. Mais en même temps, je pense qu'un match comme celui-là, ça force le Canadien à dire, OK, si jamais on échange Jake Allen, là, notre duo, c'est Montembeault, Primo. Est-ce qu'on est à l'aise avec ce Primo-là qui est encore sujet à avoir ses hauts et ses bas? T'sais. Il y a quelque chose de très rassurant d'avoir Jake Allen dans les alentours parce que, en tant que vétéran, il y a une feuille de route qui est très claire. On sait ce dont il est capable. On se raconte pas d'histoire sur ce dont il n'est pas capable. Tandis qu'il y a beaucoup plus d'inconnus à l'égard de Primo. Alors, la raison pour laquelle le ménage à 3 perdure, c'est parce que autant on voulait aussi avoir des réponses à propos de Montembeault, on en veut à l'égard de Primo, puis on a besoin de lui donner des départs à l'échelle de la Ligue nationale pour se dire, OK, est-ce qu'on en a vu suffisamment? Puis est-ce que l'entraîneur des gardiens, Éric Raymond, est suffisamment encouragé pour qu'on puisse se permettre de dire, OK, on va échanger Jake Allen, puis on va continuer à 2. Ça continuera pas éternellement, mais ils ont besoin de savoir, avant d'échanger Jake Allen, est-ce que Cayden Primo, aujourd'hui, est un gardien de la Ligue nationale? Il avait l'air d'un gardien de la Ligue nationale dans les dernières semaines. En troisième période, face aux Panthers, non. Mais dans les 2 premières... Oui, tout à fait. Il était pas loin, là. Il était pas loin. Son contrôle de retour était pas à point, mais je trouvais que son suivi de rondelles était très bon. Il y avait, des fois, il y avait de la circulation devant lui, puis il voyait d'où partait le lancer. Il réagissait au bon moment. Il sautait rapidement sur des rondelles libres devant lui. Il était alerte, mais à un moment donné, il y a comme eu une fissure du côté du gant, puis ça a été terminé en 3e. Avec la situation actuelle des gardiens, le risque le plus grand qu'il y a, ce serait de laisser partir un jeune gardien et qu'il y ait une éclosion ailleurs et qu'il devienne performant ailleurs. Alors, si jamais on échange Jake Allen et on garde Primo et que Primo s'avère qu'il n'est pas performant, tu peux aller en chercher un autre gardien numéro 2 sur le marché quelque part. Ouais. On s'entend que le Canadien ne se bat pas pour une place en séries éliminatoires. Là. Mais... Non, ils veulent pas.
Donc, j'arrête. Mais le geste, c'est ça. Le geste à ne pas poser, c'est d'envoyer un jeune gardien trop rapidement, de l'avoir mal évalué et qu'il y ait une éclosion ailleurs. Alors, la décision la plus sûre à terme, ce serait si on est capable d'avoir un bon retour pour Jake Allen, ce serait d'y aller comme ça. Puis le Canadien, on s'entend, avant que cette équipe-là aspire aux séries, là, on a le temps d'en tester des gardiens. On est dans le tunnel. Alors, il va y avoir beaucoup d'arrêts à plusieurs stations où il y aura des gardiens de disponibles. Avant qu'on aille ailleurs, un mot sur Josh. Moi, j'ai fait exprès de ne pas aborder le sujet de Josh souvent, parce qu'il y a bon sang qu'il y a eu des occasions depuis le début de la saison. Martin, tu dis toujours qu'un marqueur de 25 buts... au mois d'octobre, même s'il y en a 12 au mois d'octobre, il va finir la saison avec 25 buts. Puis c'est les vieux recruteurs qui disent quand il y a un certain nombre de buts dans un joueur. Ouais. Non, mais moi, la raison pour laquelle j'y reviens, c'est que je crois, pour l'avoir observé souvent aussi, là, je crois beaucoup en cet adage-là. Sauf que là, il est en retard pas mal. Il est en retard. Est-ce que Josh va en marquer plus 20 cette année? Josh est en train de vivre un peu l'inverse de la saison que Max Domi avait connue à Montréal quand il avait eu 70 points. Tout ce qui tirait 72, je pense, ouais. Tout ce qui tirait au filet entrait, puis on disait, mon Dieu. Et à un moment donné, la loi de la moyenne l'a rattrapé. Mais là, c'est un... Il y a tellement de montagnes de matchs derrière lui, Josh Anderson, dans lesquels il n'a pas marqué avec des chances de qualité. Écoute, ce serait extraordinaire qu'il réussisse à atteindre les 20 buts d'ici la fin de la saison. Bien, on verra. Mais cela dit, moi, j'ai pas grand-chose à ajouter sur Josh Anderson. Il n'a pas livré un mauvais match hier, mais j'ai été surpris un peu de voir Martin Saint-Louis hier insister. Il est de retour. À plusieurs reprises dans son point de presse. Josh est de retour. Puis je me suis tourné vers Gascon. Je disais, Josh, est-ce qu'il était parti? Je savais pas qu'il était parti, mais c'est un peu. Il y avait peut-être eu une baisse au cours des derniers matchs. Mais à un moment donné, quand un gars n'a pas de succès, comme cogne à la porte tout le temps, obtient des chances de marquer, puis que ça se concrétise plus, ça peut être normal à un moment donné qu'il y ait une perte de confiance puis qu'il disparaisse un peu de la circulation. Mais le Canada... Je ne sais pas comment il va se sortir de ça, mais il va s'en sortir à un moment donné. Et à la fin de la saison, il va y avoir ses 20 buts? Je pense pas. Là, on est rendu pas mal loin. On est dans le contre-exemple. OK. Comment il va s'en sortir en jouant d'autres matchs comme celui qu'il joue contre les Panthers? Ouais. Moi, je l'ai trouvé pas... Tu dis, il n'a pas joué un mauvais match. Je l'ai trouvé excellent. J'ai trouvé qu'il était le meilleur joueur du Canadien. Il a frappé, il était impliqué. Il était intimidant. En échec avant, là, il y a des moments où les défenseurs des Panthers, ils envoyaient la rondelle derrière le défenseur, puis les défenseurs savaient qu'ils s'en venaient, puis ils sont pas allés chercher la rondelle juste pour éviter le contact. Puis lui, avec sa vitesse puis avec son gabarit, il arrivait premier pour aller chercher la rondelle. Je ne sais pas ce qu'il avait mangé, là, mais il faut qu'il mange la même affaire avant le match. Il avait mangé ce qu'il avait chassé. Oui, puis il va manger une bouchée à la fois. Ouais. Mais c'est en jouant comme le Josh Anderson qu'on avait vu en séries éliminatoires il y a quelques années. C'est ce Josh Anderson-là qu'on a vu hier. Alors, quand Martin Saint-Louis dit il est de retour, encore là, je pense que c'est très engageant de sa part. Il se compromet d'une certaine manière en disant ça parce que on ne sait pas si le Josh Anderson qu'on a vu hier... Exact. C'est peut-être juste une visite. C'est possible. Ouais, alors, mais il est là pour mousser la confiance de son gars puis lui dire, écoute, la façon que tu as joué là, continue, puis ça va arriver. Puis, il y a eu un moment, durant le match où il aurait pu obtenir un lancer de pénalité. Finalement, ça a été une infraction qui a été décernée aux joueurs des Panthers. J'aurais beaucoup aimé voir, compte tenu du genre de match qu'il jouait, qu'est-ce qu'il aurait fait dans un tir de pénalité? Parce que tu as d'un côté un gars qui a perdu le filet, qui tire à côté constamment, puis qui est englué là, dans une longue léthargie, mais en même temps, le feu qu'il habitait hier, ça aurait été la bonne soirée pour dire essaye-le. Essaye-le parce que ce soir, tu ne le manqueras pas. Il y avait ce genre de match-là en lui. Il faut qu'il s'accroche parce qu'il a tellement apporté la poisse à son trio dans les 10 derniers matchs. Là, peu importe avec qui il s'alignait, tout fonctionnait mal.
il a pris du mieux contre Columbus, son ancienne formation. Mais s'il pouvait mettre en bouteille sa façon de jouer contre les Panthers, puis essayer de reproduire ça sur une base plus régulière, c'est sûr qu'il y a des succès qui vont suivre parce que la façon qu'il a joué contre les Panthers, il n'a même pas besoin de marquer des buts pour être efficace. Il était, j'oserais utiliser le terme dominant quand il était sur la glace. Mais il a surtout joué comme ça cette saison, là. Non? Oui. C'est surtout ça. Il y a peut-être eu un passage à vide récemment, là, mais en début de saison, c'est ça qu'on disait, là. Il était peut-être pas aussi toujours aussi spectaculaire qu'il l'a été hier, là, mais c'est ça qu'il faisait quand même. Ben, tu sais, les entraîneurs parlent souvent du fait qu'il faut qu'un joueur qui ne trouve pas le fond du filet trouve une façon de se rendre utile autrement. Ben, cette façon-là de jouer de Josh Anderson, où il presse l'adversaire, où il intimide, où il apporte énormément d'énergie à son équipe aussi, puis qui ajoute de la vitesse, puis qui est premier en récupération de rondelles. Tous ces éléments-là, c'est ça qui font que ça le rend utile. Fait qu'il faut pas... Je comprends que ça commence à frapper l'imaginaire, la longueur de sa léthargie, puis que c'est normal que les gens en parlent, mais au-delà de ça, on le voit que à mon sens, c'est pas un gars qui mérite d'être laissé dans les estrades. Ben non. Tu sais, c'est pas... Tu vas pas le mettre en punition parce qu'il a pas réussi à trouver le fond du filet. Il crée des choses. T'sais. Je serais beaucoup plus inquiet. Honnêtement, Tanner Pearson, à mon sens, est beaucoup plus proche de la tribune de presse puis de se faire laisser de côté. Hier, j'ai trouvé... Correct. Moi, du moins, à un moment donné, il a récupéré une rondelle. J'ai fait « Hey, Tanner! » C'est ça. C'est beau! Ouais. Mais c'est d'autant plus important qu'Anderson joue comme ça qu'il n'y en a pas beaucoup de joueurs dans l'alignement du Canadien qui sont capables de jouer comme ça. Et on le voit dans certains matchs, le Canadien se fait brasser physiquement. Il y a des équipes qui ont beaucoup de joueurs qui appliquent cette façon de jouer-là, qui sont difficiles à affronter, qui sont extrêmement coriaces, qui frappent les défenseurs du Canadien. Mais le Canadien, il est... Pas mal juste Anderson. Non, on mise beaucoup sur la vitesse, sur la rapidité d'exécution, mais cet aspect-là du jeu, Anderson, est très, très précieux. J'ai parlé trop vite. Il faut juste un petit mot sur Alex Nowak. C'est quand même majeur. On n'a pas... quoique là, tantôt, on parlait de Montembeault. On a eu une mise à jour en direct. Peut-être que je suis en train de l'appeler là, de manière... astrale. Oui, il devait subir d'autres examens aujourd'hui. C'est ça. Ça semblait pas chic. Là. Non. Ben non, c'est ça. Donc, j'allais dire, on n'a pas de mise à jour de son état de santé, mais comme tu dis, Marc-Antoine, ça regarde mal, disons ça comme ça, non? Ouais. Puis le timing est pourri parce que ça allait super bien pour lui. Oui, une chute... il était en mauvaise posture quand il a chuté en début de match. Il a passé proche, je pense, d'avoir une blessure très sévère à la cheville. Là, son pied est passé de justesse. Quand un joueur tombe vers l'arrière et que son patin reste derrière lui, il suffit que le patin reste un peu pris dans la glace. Puis les joueurs subissent des blessures très graves à la cheville dans ce temps-là parce qu'ils ont le pied pris dans le patin. Et son pied a réussi à passer de justesse, mais on a vu qu'il y avait eu quand même un traumatisme à son genou sur ce jeu-là. Là, il a quitté le match, il est revenu. Et des fois, quand tu te fais une entorse ou que tu fragilises ton genou, quand tu es échauffé, tout ça, tu peux continuer à jouer. Mais en troisième période, il est entré en collision avec le filet et c'est son genou encore gauche qui a semblé accuser le coup ou sa cheville, mais il a quitté le match en boitant et honnêtement, ça annonçait rien de bon. Alors, et si Newhook est un des joueurs qui apporte un peu d'étincelle en attaque, même si l'équipe en génère pas beaucoup, ça aussi, ça va faire mal. Mais j'allais dire, le Canadien était dû, là. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas perdu un bon morceau. Là. Si on suit la tendance. Oui. On est le 1er décembre, puis là, il y a Dak qui n'est pas là, Savard n'est pas revenu, Harvey Pinard est en dehors de la compétition, Jacky, Harris, puis là, tu as Newhook. J'ai vu hier soir, sur la galerie de presse, j'ai eu une vision de la saison dernière avec le nombre de joueurs qui étaient là. Non, ça regarde pas bien. Puis c'est frustrant parce que Newhook donnait des munitions à Martin Saint-Louis. Je pense qu'il avait trouvé un bon trio avec Suzuki et Gallagher. Ça permettait de séparer Caulfield et puis Suzuki puis de pouvoir créer des choses différemment, pouvoir... comment je pourrais dire, étaler son attaque sur plusieurs trios. C'est diluer le mot que tu cherches.
Oui, d'une certaine manière. Ouais. Non, c'est dilué. Ouais. Tartiné. J'ai utilisé tartiné l'autre jour dans un. Non, mais je dis ça parce que je t'interromps, mais je dis ça parce que moi, je voulais voir Caulfield avec Newhook et Suzuki. Bon sang, il me semble. Je voulais voir ça, mais là, ça n'arrivera pas. Là, mais... Oui, mais c'est parce que je suis pas certain que ce mélange des genres fonctionne d'avoir Newhook avec Caulfield et Suzuki. On l'a vu un petit peu en début de saison, mais la différence, c'est que quand c'est Gallagher qui est sur ce trio-là, Gallagher va au filet, il est le F1, il est normalement le gars en récupération de rondelles. Il fait le travail qu'on est habitué de voir de Brendan Gallagher. C'est pas le jeu d'Alex Newhook, c'est pas là où il est le plus visible, puis là où il peut être le plus créatif. Alors, s'il a Gallagher d'un côté et qu'il se permet de créer des jeux avec Suzuki, là, son talent s'exprime davantage. Mais quand c'est Caulfield qui est là, ben là, à ce moment-là, qui va faire le travail à la Gallagher? C'est Alex Newhook. Puis ça, à mon sens, ça marche moins. Donc, mais là, je t'ai coupé la parole. Tu allais dire que ça permettait, c'est ça, à Saint-Louis, Newhook permettait à Saint-Louis de répartir les tâches. Ben, exact, parce que là, il n'y a pas... On en revient toujours à la même équation. Est-ce qu'on met tous nos œufs dans le même panier ou on essaie d'étaler, de diluer le talent en attaque pour permettre justement de rester compétitif le plus possible? Caulfield a quand même eu de bons moments avec Slavkovski lors du voyage. Fait que le plus longtemps on peut bâtir là-dessus et retarder le moment où on va revenir à l'alternative de base, qui est Suzuki et Caulfield ensemble, je pense que ça permet d'explorer d'autres choses. Alors, Newhook donnait cet outil-là, mais s'il sort de l'alignement, je vois pas qui d'autre. Je serais pas surpris que Suzuki et Caulfield soient réunis là, maintenant que Newhook est plus là. As this is an individual personnel matter, I will not be able to disclose any details related to the initial reporting, investigation, or the findings. However, I do want to be very clear on this one point. This does not involve any players or their families, and anything that suggests otherwise, or anyone that suggests otherwise, is wildly inaccurate, and frankly, it's disgusting. Kyle Davidson, le DG des Blackhawks de Chicago, qui expliquait, enfin, qui répondait ou qui s'exprimait sur le rachat et ensuite la libération, rachat de contrat et ensuite libération de Corey Perry, qui vient de dire donc que Perry avait été libéré pour des motifs dont il ne pouvait pas parler, des raisons qui sont personnelles et que Davidson ne pouvait pas dévoiler, qu'il ne pouvait pas donner de détails. Et il a pris la peine d'ajouter que ça n'impliquait pas des joueurs ou des membres de la famille des joueurs. Ce bout-là est pas standard. Là, quand tu appelles chez National là, pour avoir un communiqué, ou quand tu es juste abonné là, au service, le service de base, là, le modèle déjà tout fait, là, il c'est pas dedans d'habitude. Il faut payer pour le faire ajouter parce que il y avait une rumeur qui a pris beaucoup d'ampleur, comme quoi ça impliquait la mère d'un jeune joueur des Blackhawks. Et bon, là... cette rumeur-là, évidemment, Davidson a dit que ça vient de dire que c'était dégueulasse de penser que ça pouvait être le cas, que c'était pas le cas. Puis Perry lui-même, dans son communiqué, a fait référence à ça, a dit que ça avait aucun lien, puis que c'était... Puis il s'excusait aussi auprès de ses joueurs là, que ça avait pu concerner. Le joueur était... Enfin, c'est Connor... On a parlé de Connor Bedard, surtout. C'est très, très bizarre, tout ça. C'est très, très particulier. Je suis curieux de vous entendre. Évidemment, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé vraiment. On pense que ça a peut-être rapport avec l'alcool, parce que Perry a fait référence dans son communiqué. Oui. Mais ça aussi, c'est devenu une réponse standard un peu quand quelqu'un se fait écarter de son milieu de travail. Là, c'est que je vais aller demander de l'aide, puis je vais aller consulter des conseillers, je vais régler un problème. Écoute, mais cela dit, bon, c'est une autre partie de l'équation. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il est arrivé une conduite inacceptable en milieu de travail et qu'il y a quelqu'un qui s'est plaint de cette conduite-là de Corey Perry et que les Blackhawks ont jugé que c'était suffisamment grave et inacceptable pour rompre un contrat. Et pour rompre un contrat de 4 millions de dollars avec un joueur qui a le statut de Corey Perry, on s'entend, il faut que ce soit... C'est pas du niaisage. Il faut que ce soit assez sérieux ce qui s'est produit dans un contexte de milieu de travail. Et
moi, je trouve que les Blackhawks ont agi de façon exemplaire là-dedans. Là, c'est exactement le modus operandi qui doit être appliqué. Dès qu'ils ont été mis au fait qu'il y avait des allégations de conduite inacceptable, ils ont retiré le joueur de l'équipe, ils l'ont renvoyé chez eux. Ils n'ont pas élaboré sur pourquoi ils l'avaient écarté de la proximité de l'équipe, parce qu'ils étaient en train de faire une enquête et ils ne savaient pas si les allégations étaient véridiques ou pas. Lorsque leur enquête a été complétée et qu'ils se sont dit ça s'est passé, c'était inacceptable, ils ont rompu leur contrat avec lui et ils ont protégé l'identité de la personne qui s'était plainte. Et normalement, en milieu de travail, même dans le milieu de travail, c'est pas censé être révélé l'identité de la personne qui a été victime d'un comportement inacceptable. Alors, ils ont fait exactement, et ça m'a fait réagir de voir qu'il y a des gens qui disent « c'est bien les Blackhawks, encore une fois », puis c'est arrivé avec l'histoire de Brad Aldrich en 2010. C'était pas le même monde. Donc, ça paraît. Ce ne sont pas les mêmes dirigeants, et deux, c'est exactement le contraire de ce qui s'est produit. Ce qu'on reprochait aux Blackhawks de ne pas avoir fait en 2010, ça a été fait exactement selon les règles de l'art au cours de la dernière semaine. Alors, et là, le reste, écoute, c'est épouvantable, les rumeurs qui ont pu être diffusé comme ça. Et moi, je pense qu'il y a une part de responsabilité là-dedans, ceux qui administrent les plateformes de réseaux sociaux, quand il y a des cas de non avérés qui sont... écoute... tu chambardes la vie de gens là, de façon importante, mais en tout cas, peu importe, c'est irresponsable. Tous ceux qui ont retweeté ou qui ont repris ces rumeurs-là et qui les ont véhiculées, c'est absolument affreux là, pour les gens qui ont eu à subir ça. C'est affreux, ça, je suis d'accord. Puis, il y a une responsabilité chez les journalistes d'éviter d'amplifier aussi, même si tu fais juste commenter en disant « Ah, il y a cette rumeur-là qui circule, moi, je n'y crois pas, mais... ça peut être tentant de faire un gag, des affaires comme... Mais chaque élément qui donne la vélocité, qui alimente cette rumeur-là, contribuait au problème. Ouais. Mais là, dans ce cas-ci, je sais qu'il y a des gens qui disaient « Ouais, mais là, pendant des jours, ils ont été dans le silence, puis on ne savait pas s'ils avaient donné des clarifications. Si on l'avait su, ça aurait évité des spéculations. » Mais tout ce problème-là, le fait que Carl Davidson dise prenne la peine de préciser que ça n'impliquait aucun joueur puis aucune famille, puis même chose du côté de Perry, c'est qu'ils sont forcés de réagir c'est comme si l'équipe son comportement était dicté par un mime, ou par une fausse nouvelle ou quoi que ce soit. Ça devrait pas être le cas. Ça, comme Internet puis les réseaux sociaux, ça va... Oui, je veux bien, mais je pense que ça va marcher. Je pense que ça va marcher. Là. Je pense pas que c'est un... Je pense pas que c'est une mode. Non, je comprends. Sauf que quand il y a un dérapage comme ça, c'est qu'à un moment donné, quand on a souvent... ça fait partie... Ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie maintenant de la réalité. Il faut que tu composes avec ça. Là. Oui, je comprends. Mais sauf que on a de plus en plus de difficultés à distinguer le vrai du faux. Là, hein? Ça devient les fausses nouvelles, etc. Puis je pense qu'il y a un besoin chez les gens qui se prétendent être des journalistes, qui se prétendent être proches de la vérité, de servir de rempart pour éviter de laisser ces genres de fausses nouvelles-là prendre du momentum. T'sais. Parce que je suis tout à fait d'accord avec Martin. Du côté de Carl Davidson, du côté des Blackhawks, ça a été fait dans les règles de l'art. Puis on l'a vu, Carl Davidson était tellement ébranlé aussi de voir qu'il était forcé de se rendre à cette conclusion-là avec son joueur et de voir aussi le dommage que ça avait fait à sa jeune vedette. Là. Parce que il y a souvent des moments bienvenue dans la Ligue nationale. Mais là, pour Connor Bedard, puis toute sa famille n'a pas demandé ça. Là. Non. Non, puis au-delà de bienvenue dans la Ligue nationale, c'est bienvenue dans le monde dans lequel on vit. Parce que moi, là, on parle d'un truc là, relativement trivial, là, mais je veux dire, la désinformation sur les réseaux sociaux, c'est bien pire que ça, là. Bien pire que ça, puis Twitter n'est pas capable de gérer ça, visiblement, ou ils ne sont pas intéressés à le faire. Même chose pour Facebook. Quand on parle de politique, quand on parle de société culturelle, je veux dire,
il n'y a que ça, là, des gens qui prétendent avoir de l'information, jouent à être, c'est ça, près d'une situation, pour se faire de publicité, enfin, pour toutes sortes de raisons. Tu sais, je pense que ce problème général-là, là, c'est un costaud, là, puis je ne suis pas convaincu qu'on va... Non, mais il y a eu. Comment on va en venir à bout. Non, là. effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il y a eu des histoires, des rumeurs sur des joueurs du Canadien au fil des ans qui ont été véhiculées sur les médias sociaux, mais l'ampleur que ça a pris dans ce cas-ci avec Corey Perry, c'est j'avais pas vu ça à l'échelle de la moi non plus. Mais c'est parce que tu as tous les ingrédients. Je veux dire, tu as tous les ingrédients pour que ça fasse beaucoup de bruit. Moi, je vais être clair là-dessus. Là. Corey Perry fait ce qu'il veut, puis je veux pas sonner comme le gars qui prêche, mais il y a une façon de mettre ces rumeurs-là, de tasser ces rumeurs-là, puis peut-être que, je sais pas, Perry a ses raisons, puis il fera bien ce qu'il veut, mais c'est soit qu'il a trop honte. La seule façon de faire taire ces rumeurs-là, c'est de dire, ou de donner une idée de ce qui s'est passé. Puis si Perry ne veut pas le faire, il a ses raisons, puis il fait bien. Mais c'est la seule affaire vraiment qui pourrait mettre... Parce qu'il va rester des soupçons. Moi, je trouve que le fait qu'ils insistent les deux là-dessus, ça aide pas vraiment à faire taire la rumeur. Je veux dire, le mal est fait, puis je pense que la seule affaire qui aurait vraiment fait du bien, ça aurait été un peu de transparence là-dessus. Ouais, mais maintenant, Perry fait ce qu'il veut. Là. Tout n'est pas Tout n'a pas à être révélé dans la vie, là. Je m'excuse. Là. C'est pas ça que je dis. C'est ça, tu sais. Et le public, c'est pas vrai que le public a le droit de tout savoir et que nous, on a le droit de tout savoir. Si la rumeur impliquait Perry avec un membre de la famille d'un joueur et qu'ils disent, écoutez, c'est pas ça. Je pense pas qu'ils ont à dire plus parce que s'ils racontent plus, ça va peut-être aider à identifier la personne qui a été victime et ça va probablement, cette personne-là n'a rien demandé non plus. Puis là, ben, tu peux te retrouver dans une posture où cette personne-là qui a été victime va se mettre à recevoir des messages haineux parce que tu as mis fin à la carrière d'un joueur ou que ça va c'est un bon point. Ça va faire un centre d'attention dans son milieu de travail ou quoi que ce soit. Alors, c'est extrêmement complexe, ces affaires-là. Et malheureusement, c'est ça. On n'a pas à tout savoir dans ce genre d'affaires-là. Il faut penser qu'il y a une personne qui a été victime quelque part, qu'il y a quelqu'un qui a mal agi. Puis si ça a été bien géré, ben on ne saura probablement pas ce qui s'est passé. Non, puis c'est correct. Puis je suis d'accord avec toi. Je pense pas qu'on doit tout savoir. J'essayais juste de voir qu'est-ce que Perry pourrait faire pour... parce qu'on s'entend que c'est de sa faute, là. Tout ça. Ouais. J'essaie juste de voir qu'est-ce qu'il pourrait faire pour réellement aider, mais tu as raison de dire que c'est pas ça. J'ai une question pour toi, Martin. Est-ce que... je pense que quand tout sera terminé dans le cas de Corey Perry, peut-être sa carrière est terminée, mais je pense que son nom va être à l'étude pour une place au Temple de la Renommée. Penses-tu qu'une fin en queue de poisson remet en question sa place potentielle au Temple? Oui. Écoute, je réfléchis à ça depuis 48 heures et je me demande, par exemple, est-ce que Mike Babcock va être admis au Panthéon du hockey suite à ce qui est arrivé au cours des dernières années? Est-ce que Stan Bowman va être admis au Panthéon? C'est quand même un directeur général qui était aux commandes d'une équipe qui a eu beaucoup de succès. Et je regarde l'époque dans laquelle on vit, là, les gens qui ont quitté la Ligue nationale par la porte de côté au cours des dernières années, ils ne sont pas revenus. Il y a une période de pénitence où, puis là, il y a beaucoup d'exemples chez des directeurs généraux, chez des entraîneurs, des joueurs, etc. Et écoute, je sais pas. Je pense. Ah, c'est Stan Bowman qui appelle les. Je pense que s'il finit par être admis au Panthéon, Corey Perry, il y a énormément d'eau qui va avoir coulé sous les ponts. Ce ne sera probablement pas à la première date qui était prévue. Puis en faisant la déclaration qu'il a faite cette semaine en disant je reconnais mes torts, je vais consulter, etc., puis je suis embarrassé, puis que je m'excuse, c'est peut-être ça que ça va sauver à long terme sa place au Panthéon, mais dans de nombreuses années. Mais
Mais en pensant aux exemples de Babcock et de Stan Bowman... Joel Canville. Et Joel Canville. On parle des gens qui avaient des carrières monumentales, exceptionnelles. Là. Et à cause de ce qui est arrivé, c'est difficile de prédire qu'il y a un comité au Temple de la Renommée qui va dire « OK, c'est eux qu'on choisit par rapport à un autre. » Le cas de Babcock, moi, je trouve, est particulièrement... parle beaucoup. Puis, et je suis en train de me dire que s'il n'avait pas bousillé sa chance avec Columbus, il aurait peut-être eu une chance de laver tout ça. Ouais, puis, mais tu sais, lui, il n'y avait rien. Là, c'était des joueurs qui avaient parlé de lui après son départ de Toronto. Là, il est arrivé cet incident-là qui a ajouté. Mais tu sais, Joel Canville, c'est un des entraîneurs qui a remporté le plus de victoires dans l'histoire. Il a gagné des Coupes Stanley. Il a dirigé des équipes dominantes. Et cette histoire-là, Chicago, je ne sais pas si on va le voir entrer au Panthéon un jour. Fait que c'est un peu le même raisonnement avec Perry. Au baseball, toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses qu'il va être admis? Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. Je pose la question parce que je ne connais pas la réponse. C'est pas pour présenter ma réponse. Poser la question pour savoir quoi répondre. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis parce que, mettons, au baseball, le scandale des drogues de performance, du dopage a fait en sorte que ça a mis au banc des accusés des grandes vedettes qui autrement auraient aisément eu leur place au temple. Roger Clemens, puis Barry Bonds, l'autre, etc. Le Roux. Le Roux. Oui, Mark McGuire. Alors, eux ont eu leurs propres problèmes, tandis que du côté de la Ligue nationale, c'est davantage des questions de conduite. Et puis, donc, c'est un autre assortiment de problèmes, mais qui, finalement, force à la même réflexion, puis va faire en sorte que les membres du comité vont dire, OK, combien de temps on va attendre? Je me souviens bien, il n'y avait pas eu l'histoire de Dino Ciccarelli il y a longtemps, qui, lui, avait des statistiques qui lui permettait de rentrer aisément au Temple de la Renommée, mais il y avait eu des frasques à l'extérieur de la glace qui, au niveau de son comportement qui en faisait un gars qui n'était pas vraiment un exemple à suivre. Et puis, ça avait retardé de longtemps son entrée au Temple de la Renommée. Mais entrée qui a finalement été faite. Oui. Okay. Oui, mais ça a pris beaucoup plus d'années. Il n'y a pas une histoire avec Ciccarelli d'alcool au volant ou même de... Je sais pas pourquoi, mais je veux pas dire des choses que je regretterais, alors je vais garder ça pour moi. Mais oui, il y avait des histoires d'alcool derrière ça. Oui, exact. Ces questions-là sont pertinentes. C'est une excellente question, Marc-Antoine. D'ailleurs, c'est toi qui anime la semaine prochaine. Puis, écoute, tu m'as posé une question tout à l'heure, et puis Samuel Montembeault n'a pas de clause de non. On va mettre le stinger de fin, puis on finit avec ça. Ça s'appelle un stinger de fin. C'est comme ça dans les coulisses. Moi aussi, j'ai interrogé la salle, parce qu'on enregistre à côté de la salle de presse des sports de Radio-Canada. Ce n'est pas rien. Puis la salle m'a cité quelques journalistes de beat sur Twitter qui disent qu'il n'y a pas effectivement de contrat, de clause de non-échange dans le contrat de Samuel Montembeault. Exact. C'est ce que... C'est l'information. Ça corrobore? Oui. On était parti sur Corey Perry, fait que finalement, j'ai pas interrompu. C'est une belle façon de conclure l'épisode. Donc, Montembeault va être échangé avant l'enregistrement du prochain balado. Est-ce que c'est ça que ça veut dire? Mais je pense qu'il y a une entente à l'amiable qu'il est là pour faire partie du processus de reconstruction du Canadien. OK. Mais pourquoi tu ne le marques pas dans le contrat si... c'est parce que... J'ai revu Jerry Maguire récemment. Mets-le dans le contrat. C'est ça. Non, mais Martin, blague à part, ça ne change rien. Clause de non-échange. Absolument pas. OK. Enfin, ce qui ne change pas rien, là, les gars, là, c'est ces moments-là qu'on passe ensemble. Ça change tout. C'est précieux. Ça change tout. Martin Leclerc, je rappelle que tu es notre chroniqueur principal au service des sports. On peut te lire, te voir, t'entendre sur toutes nos plateformes. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Toujours un privilège, chaque fois. Et Marc-Antoine Godin, tu es l'un de nos 2 journalistes affectés aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Ça m'a fait plaisir. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de ce balado. Merci, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez un bon week-end. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.